Normandie, juin 1944. Le soldat Victor Dowd se tenait dans un champ boueux, tenant dans ses mains non pas un fusil, mais une pompe à vélo. Devant lui gisait un tas de caoutchouc informe, qui dans quelques minutes allait devenir un char Sherman de 40 tonnes. Pendant que de vrais soldats mouraient à quelques kilomètres de là sur les plages ensanglantées, Dowd soufflait laborieusement avec sa pompe, regardant le monstre de caoutchouc prendre forme sous ses yeux. Les balles sifflaient au-dessus de sa tête, les obus explosaient dans le lointain, et lui, artiste new-yorkais de 23 ans, transformait un ballon ridicule en arme de guerre. 15 minutes plus tard, le Sherman gonflable se dressait fièrement dans le pré, oscillant doucement dans le vent comme un jouet d'enfant géant. Un fantassin passa à côté, observa la scène avec des yeux ronds, puis lâcha simplement « Vous êtes complètement cinglé ». Dowd ne pouvait qu'être d'accord. Comment en était-il arrivé là, à faire la guerre avec des ballons de baudruche pendant que d'autres hommes versaient leur sang? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, la veille de Noël 1943, dans les bureaux glacés du Pentagone à Washington. Le capitaine Ralph Ingersoll, journaliste célèbre devenu planificateur militaire, venait de proposer l'idée la plus folle de toute la guerre: créer une armée fantôme. Une unité composée d'artistes, de designers, d'acteurs et de décorateurs de théâtre qui ferait croire aux Allemands qu'ils étaient 30 000 alors qu'ils n'étaient qu'un millier. Ingersoll lui-même qualifierait plus tard cette proposition de rêve improbable. Mais bon sang, les planificateurs du Pentagone l'ont avalée tout entière. Le général Eisenhower donna personnellement la priorité absolue à cette nouvelle unité baptisée la 23e troupe spéciale du quartier général. Leur mission tenait de la pure démence, installer 1000 hommes à un endroit pour permettre à 15 000 vrais soldats de se déplacer ailleurs sans être détectés. Ils allaient faire du show business, monter des spectacles d'un soir, puis disparaître comme des fantômes. Les recruteurs de l'armée parcoururent les écoles d'art de New York et Philadelphie comme des chasseurs de têtes hollywoodiens. Ils cherchaient des hommes capables d'imaginer à quoi ressemblerait une division blindée vue du ciel alors qu'ils se trouvaient au sol. Des artistes, des peintres, des sculpteurs. Le règlement militaire stipulait explicitement « Vous devrez recruter des décorateurs de théâtre, des gens du cinéma, des artistes ». Jack Macy, étudiant en art de Brooklyn, fut stupéfait par la diversité de sa nouvelle compagnie. Il y avait des flics, des vendeurs de chaussures, des barmen, des étudiants, une collection folle de tout type de gens imaginables. Les Américains travailleurs, l'épine dorsale du pays, nous regardaient comme des cinglés. Et franchement, nous l'étions probablement. Au début de l'année 1944, ces artistes camoufleurs furent sélectionnés pour rejoindre la Ghost Army. Mais au lieu de cacher des choses, ils allaient maintenant attirer l'attention sur eux-mêmes, se transformer en cibles vivantes. Lors de la première réunion d'information, quelqu'un demanda « Vous voulez dire que nous demandons à l'ennemi de tirer sur nous ?» La réponse fut oui. À ce moment précis, tous conclurent qu'il s'agissait d'une unité suicide. L'armée n'avait aucun manuel pour ce genre d'opération complètement farfelue. Au début, ils ne possédaient même pas de leurre pour travailler. Ils improvisèrent, fabriquant des chars factices en bois et toile, s'enseignant mutuellement l'art de la tromperie comme des prestidigitateurs amateurs. Pendant ce temps, dans le désert californien, l'armée testait différents types de leurres pour un usage potentiel. Un modèle consistait en une structure métallique pliable recouverte de tissu. Montée sur une Jeep, elle pouvait devenir un leurre mobile. Malgré cet avantage, les cadres se révélaient lourds, difficiles à monter et sujets à la casse. L'armée décida finalement d'opter pour des mannequins gonflables en caoutchouc. C'était un petit paquet de trucs contenant un char compressé avant ouverture du ballot, déploiement des buses et gonflage. Tirer cette forme amorphe du sac, puis la regarder se remplir d'air et prendre forme,
ressemblait à voir naître un monstre. Si tout allait très bien, il y avait des compresseurs d'air. Si les choses allaient moins bien, il y avait des pompes à vélo. Et si tout tournait terriblement mal, il restait leurs poumons. Dans la plupart des cas, comme pour un char Sherman, ils pouvaient le gonfler et le déplacer en 15 ou 20 minutes. La pièce d'artillerie était bonne, la Jeep était bonne. Mais ce char M4, c'était une beauté, un vrai chef-d'œuvre. Bien qu'ils ne furent pas beaucoup utilisés, il existait aussi des soldats gonflables. Je n'aimais pas le personnel. Ils avaient des gens gonflables, bof. Je n'ai jamais vu ça. Désolé de l'avoir manqué, ça m'aurait vraiment fait rire. Alors que les camoufleurs s'habituaient à leur étrange nouveau travail, une autre unité sélectionnée pour la Ghost Army apprenait un tout nouveau type de guerre, la guerre sonique. Le sergent Jack McGlynn fut interviewé pour une organisation top secrète impliquée dans la guerre psychologique et quelque chose lié au son. Ils pensaient qu'ils allaient électrocuter tous les Allemands, mettre fin à la guerre comme ça. Mais c'était plus psychologique qu'électrocutant. Utiliser le son pour tromper l'ennemi était une idée nouvelle pendant la Seconde Guerre mondiale, rendue possible par une technologie inexistante quelques années plus tôt. Tout ce cirque délirant était-il vraiment censé fonctionner contre la meilleure armée du monde? L'armée installa son programme de guerre sonique sous la direction d'un autre officier qui avait été une personnalité éminente avant la guerre, Hilton Howell Rayleigh. C'était le père de tout le projet sonique. Il avait été journaliste avant de devenir militaire. Plus particulièrement, Rayleigh était l'homme de relations publiques qui recruta Amelia Earhart pour devenir la première femme à traverser l'Atlantique, la propulsant vers une célébrité internationale. Le lieutenant Dick Syracuse se souvenait parfaitement de son accueil. « Lieutenant, la mission de votre compagnie sera d'attirer le feu ennemi. » Syracuse, gamin du Bronx, répondit qu'il respectait certainement le rôle qu'il devait jouer, mais se réservait le droit de botter quelques derrière lui-même s'il en avait l'occasion. Rayleigh éclata de rire. Au début de l'année 1944, Rayleigh envoya une équipe avec un studio audio portable au terrain d'essai de l'armée à Fort Knox, Kentucky. Travaillant avec des experts de Bell Labs, ils passèrent 3 semaines à enregistrer des sons sur des disques de transcription de 40 cm, le même type utilisé pour fabriquer des disques à succès. Les enregistrements étaient brillants. Si une route montait, la musique devait être décrite avec les changements de vitesse, les chars montants, les chars descendants, les chars s'assemblant. Ensuite, ils allaient à un autre endroit où les camions filaient simplement sur l'autoroute. Ils avaient des enregistrements de construction de ponts flottants ou de tout type de ponts, et on pouvait les entendre marteler et jurer. Différents sons pouvaient ensuite être préparés sur différentes platines et mélangés ensemble pour créer n'importe quel scénario requis. L'une des premières utilisations connues de l'enregistrement multipiste. Et tout cela était enregistré sur un fil. Rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de bande magnétique. L'enregistreur à fil était une technologie avancée dans les années 40. Une seule bobine contenait 3 km de fil magnétisé, assez pour 30 minutes de son. Et contrairement à un disque, il ne sauterait jamais. Les enregistrements étaient diffusés via des haut-parleurs de 225 kg, avec une portée de 24 km. À l'arrière de mon half-track, je dis à mes enfants, se trouvait le plus gros boombox que vous ayez jamais vu. Mais il diffusait des sons de chars et d'activités. La guerre sonique était si nouvelle que le colonel Rayleigh réalisa un film top secret pour expliquer son objectif novateur aux officiers supérieurs de l'armée. Le film illustrait comment quelques camions sonores, soigneusement positionnés, pouvaient simuler le mouvement d'une division blindée la nuit, afin de détourner l'attention ennemie de la vraie division. Dans le film d'entraînement, les Allemands étaient comiquement déconcertés lorsque les chars américains apparaissaient là où ils n'étaient pas attendus. Avez-vous dit des chars? Qu'est-ce que c'est que ces absurdités à propos de chars? Les retenir? Avec quoi? Des baïonnettes? Mais personne ne savait si la guerre sonique pouvait vraiment fonctionner.
Complétant le corps des trompeurs, les opérateurs radio de la Signal Company Special. Quand vous pensez à la 23e troupe spéciale, vous pensez aux chars gonflables ou aux gars du son. Et ils sont formidables. Mais ils doivent avoir une scène sur laquelle jouer. Et nous avons fourni cette scène. Selon certaines estimations, les unités de l'armée allemande recueillaient jusqu'à 75% de leurs renseignements à partir d'interceptions radio. Des transmissions radio convaincantes pouvaient attirer l'attention ennemie comme un drapeau rouge attire un taureau. Les Britanniques avaient capturé toute une unité d'interception radio allemande. Ils purent constater que les Allemands pouvaient localiser très précisément les unités alliées grâce à leurs transmissions radio. Ils furent franchement stupéfaits de voir à quel point les Allemands étaient bons dans ce domaine. Pour tromper les Allemands, plus de 100 opérateurs radio qualifiés furent retirés d'unités à travers le pays. Stan Nance était en manœuvre dans le désert avec la 11e blindée quand un étranger dans une Jeep vint le chercher. Il dit « Prends ton équipement et viens avec moi ». Je demandai simplement « Où allez-vous » Il répondit « Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne suis pas censé te dire quoi que ce soit et que tu dois la fermer. » Le lieutenant Bob Conrad, officier des transmissions pour la Dixie Division, fut un autre qui se retrouva soudainement transféré dans une nouvelle unité mystérieuse. Je n'avais aucune idée de pourquoi j'étais là, ni de ce que je devais faire. Après quelques jours, je parlais à ce major et lui demandai « Quelle est cette organisation ?» Il dit « Disons les choses ainsi, lieutenant. Si nous réussissons totalement, vous ne reviendrez peut-être pas. » Ces 3 unités distinctes, la 603e avec ses chars factices, la compagnie sonique avec son équipement audio et la compagnie des transmissions avec ses radios, devinrent le noyau de tromperie de la Ghost Army. En mai 1944, ils partirent pour l'Europe, remplis d'excitation et d'incertitude. Vous ne pouviez pas vraiment croire que ce que nous allions faire serait efficace. Comment pouvions-nous arriver avec des mannequins en caoutchouc, les gonfler et les faire paraître réels? Aucun de nous ne le prenait vraiment au sérieux. Nous faisions ce que nous étions censés faire. Nous ne croyions pas vraiment à la vue d'ensemble. Jusqu'à ce que nous soyons pris pour cible et qu'on nous tire dessus, quand la réalité frappa. Une semaine après l'invasion du jour J, Dowd était avec cette jolie fille et se souvint avoir pensé « Qu'est-ce que je fais dans la campagne britannique avec une jolie fille alors qu'il y a des gars de mon âge qui se font tirer dessus et tuer en Normandie ?» Il se souvenait l'avoir embrassée pour lui souhaiter bonne nuit et être rentré à vélo jusqu'à leur tente. Il y avait une lumière allumée dans la tente et quelqu'un dit « Qui est là ?» Je répondis « Sergent Dowd ». Une voix dit « Tu ferais mieux d'entrer ici ». Je dis « Eh bien, laissez-moi garer mon vélo ». Un des membres malins du peloton dit « Tu n'auras plus besoin de ton vélo ». Le lendemain, ils étaient sur la plage d'Omaha, en Normandie. Des ordres surprises étaient arrivés pour un peloton de 15 hommes de se diriger vers la Normandie avec de l'artillerie factice avant le reste de la Ghost Army. Le moment était venu de voir s'ils pouvaient vraiment tromper les Allemands et survivre. Avant de le savoir, nous étions dans ce C-47. Atterri sur une piste d'atterrissage en treillis métallique sur la plage d'Omaha le matin du 14 juin, soit 8 jours après le jour J. Le peloton était sous le commandement du lieutenant Bernie Mason. Mon affectation était de me présenter au commandeur du 980e bataillon d'artillerie. Et notre objectif était d'installer des emplacements d'artillerie factices environ 1,5 km en avant de sa position réelle pour essayer d'attirer le feu ennemi vers notre position et que la sienne ne soit pas touchée. Je me souviens de la différence sauvage entre la nuit dernière, quand j'étais dans la belle campagne tranquille et sereine, et la sinistre réalité d'aujourd'hui, où je pouvais encore entendre les tirs de mitrailleuses. Les combats étaient donc à portée de voix, certainement, et il y avait des soldats allemands morts partout sur le sol. Je fis un croquis d'un casque allemand et d'une grenade à manche. Donc cela, pour moi, symbolisait la guerre. La Task Force Mason travailla avec la 980e artillerie pendant 28 jours. Leur tromperie s'avéra réussie.
Ils trompèrent les Allemands, qui bombardèrent leurs faux canons, mais parvinrent à éviter toute victime. 2 semaines après le jour J, le reste de la Ghost Army, moins la compagnie Sonic encore en formation en Angleterre, emballa son équipement et embarqua pour la France. Quand nous sommes montés sur le bateau, il n'y avait rien à faire. 23 juin, le titre était « Attente ». 24 juin, le titre était « Attente ». J'ai des photos de tous les soldats à bord. « Attente ». Et puis, tout à coup, une image apparaît qui dit « En route ». Nous étions ancrés au large de la Normandie et nous allions débarquer. Nous étions chargés de tout, fusils, munitions, casques et ainsi de suite. Nous attendions que nos noms soient appelés pour descendre par les filets de cargaison dans les bateaux de débarquement vers la plage. Arthur Shilstone regarda dehors et vit cette scène incroyable, quelque chose qu'il sentait ne jamais plus revoir de sa vie. C'était vraiment l'histoire en train de se faire. Il fit ce croquis très brut qui donnait une idée de ce à quoi cela ressemblait, avec les ballons de barrage et tous les types de navires imaginables aussi loin que l'œil pouvait voir. Une fois à terre en Normandie, les hommes installèrent leurs mannequins pour s'assurer que tout fonctionnait correctement. Shilstone était de garde quand 2 Français à vélo franchirent le périmètre. Il les arrêta. Il ne le regardait pas. Il regardait quelque chose derrière son épaule. Ce qu'il pensait voir, c'était 4 GI soulevant ce qui était un char Sherman de 40 tonnes et le retournant. Ils le regardèrent, puis regardèrent la situation. Ils cherchaient des réponses. Finalement, il dit simplement « Les Américains sont très forts ». En juillet et août, la Ghost Army mena ses premières tromperies à grande échelle en utilisant uniquement le visuel et la radio. À chaque représentation, ils apprenaient à se rendre plus convaincants. La tromperie exigeait l'œil d'un artiste pour les détails. Nous pouvions positionner certaines choses de manière à ce qu'elles soient cachées, mais en quelque sorte cachées à la vue de tous. Donc, si des avions de reconnaissance survolaient, peut-être verraient-ils juste le coin de quelque chose qui dépassait. Et ils savaient que s'ils pouvaient en voir 1 ou 2 qui dépassaient, il devait y en avoir plus qu'ils ne pouvaient pas voir. Nous voulions créer les débris naturels qui accompagnent la simulation de quelque chose. Une compagnie d'ingénieurs de combat de la Ghost Army utilisait des bulldozers pour créer de fausses traces de chars. Nous faisions des choses similaires avec l'artillerie. Disposer de faux obus d'artillerie autour et faire croire qu'ils avaient tiré. Se déplaçant à travers les villages français, si récemment occupés par les Allemands, ils virent une opportunité d'improviser encore une autre façon de vendre leur tromperie, en ciblant les espions ennemis qui auraient pu rester. Ils appelèrent cela « effets spéciaux ». Pourquoi ne pas mettre un pochoir du nom de l'unité que nous simulions directement sur les camions ? Et pourquoi ne pas lancer une usine de patchs d'épaule contrefait où ils verraient que nous sommes la 75e division, l'une des divisions que nous avons faites. Parfois, ils utilisaient de vrais patchs de l'unité qu'ils personnifiaient. D'autres fois, ils devaient peindre à la main leurs propres imitations. Nous avons donc commencé à mettre leurs patchs et à mettre leurs marquages de pare-choc. Et nous avons physiquement assumé le rôle. Seulement, pour chaque centaine d'entre eux, il pouvait y avoir 10 d'entre nous. Nous avions un kit de couture. C'était l'une des choses qu'on nous demandait de porter sur nous tout le temps. Donnez-nous les patchs et nous étions doués pour les coudre. Couturière. Mes chemises étaient toutes abîmées d'avoir cousu tant de patchs d'épaules différents dessus. Ils installèrent même de faux postes de commandement et contre tous les règlements de l'armée, les dotèrent de commandants contrefaits. Si vous allez faire monter une division, vous feriez mieux d'avoir un quartier général quelque part, et il vaut mieux qu'un général de division se promène. Nous devions donc avoir un imbécile de général pour faire ça. Un sergent portait 2 étoiles pour une opération. Notre travail consistait à entrer avec nos faux marquages et nos fausses histoires en prétendant être des officiers et des soldats d'une autre organisation. Et nous étions lâchés dans la ville, aller au pub,
commander des omelettes et parler sans retenue. Beaucoup de gars allaient à la boulangerie, prenaient des petits pains et des trucs et disaient « Nous devons obtenir un approvisionnement supplémentaire parce que nous partons ce soir », ce genre de choses. C'était presque un peu idiot, vraiment. Mais ce qui confirmait vraiment l'efficacité, c'était de s'asseoir dans un café et de voir une porte s'ouvrir progressivement et quelqu'un prenait des photos. Nous découvrions si, par exemple, une division ou une unité spéciale avait une chanson particulière qu'elle aimait chanter. Nous nous saoulions, puis chantions leurs chansons. À la mi-août, les armées alliées sortirent de Normandie et traversèrent la France à toute vitesse. La Ghost Army était également en mouvement. Leur destination était la ville portuaire de Brest, assiégée par les Alliés, mais toujours tenue avec ténacité par les Allemands. Brest était une noix dure à casser. C'était un port maritime que les Allemands voulaient défendre. Et nous le voulions, parce que nous avions besoin d'un port. L'unité sonique venait d'arriver en Europe, donc l'opération Brest devint la première chance de la Ghost Army d'utiliser tous ses moyens de tromperie en même temps. Leur mission était de gonfler la taille apparente des forces américaines attaquant Brest, en personnifiant la 6e division blindée. Ils cherchaient à attirer les réserves allemandes sur les flancs, dégageant la voie pour une attaque au centre. Les camions sonores s'avancèrent à quelques centaines de mètres des lignes allemandes, sortirent les haut-parleurs de l'arrière d'un half-track et diffuser un programme à l'ennemi toute la nuit de nous amenant de l'équipement sur la Seine. Nous pouvions leur faire croire que nous arrivions avec une division blindée. Ils peignirent des marquages de la 6e blindée sur leurs camions et les conduisirent dans les villes voisines. Nous faisions beaucoup de passages, avec 2 gars à l'arrière d'un camion pour donner l'impression qu'il était plein. Les opérateurs radio imitaient un bataillon de chars entrant en ligne. Plus de 50 chars factices furent installés, ainsi que de l'artillerie factice. Ils étaient si proches du front que des obus sifflaient fréquemment autour d'eux. Nous pouvions voir le clocher de l'église d'où ils nous observaient. Et bien sûr, il fallait s'occuper de ces mannequins tout le temps. Pendant la nuit, les tourelles des canons s'affaissaient, et c'est un mauvais effet visuel le lendemain matin si les Allemands regardent là-bas et voient des canons de fusil affaissés. Voir un canon comme ça serait un sacré indice. Nous n'avions pas de canon qui tirait dans le sol comme ça. Les officiers allemands capturés révélèrent aux interrogateurs qu'ils étaient convaincus que la 6e blindée était vraiment là. Mais dans l'esprit de nombreux vétérans, ce succès fut éclipsé par les conséquences mortelles d'une attaque américaine lancée par erreur exactement là où la Ghost Army attirait l'attention allemande. Nous avons fait une imitation sonique très réussie de l'assemblage de chars, et pour une raison ou une autre, l'officier commandant de ce bataillon de chars envoie ses chars directement dans le ravin que nous avions joué pour des chars factices. Les armes anti-chars allemandes, attirées par la tromperie, ouvrirent le feu sur les chars américains. Ces gars n'ont jamais atteint la ligne de départ, qui est le point d'où ils veulent lancer leur attaque. Ils n'y sont même jamais arrivés. Ils ont été décimés. Nous n'avions aucun moyen de savoir qu'ils allaient lancer une attaque, et ils n'avaient aucun moyen de savoir que nous n'allions pas les aider. Et ça vous fait vous sentir minable. Le 25 août 1944, la ville de Paris fut libérée de plus de 4 ans d'occupation allemande. Les Parisiens célébraient encore lorsque la Ghost Army entra dans une ville voisine pour attendre leur prochaine opération. Pendant une merveilleuse semaine, ils allaient savourer les plaisirs d'un Paris encore ivre d'euphorie. Paris fut mis hors limite, et en limite si souvent que tout le monde, dans la confusion, le visitait chaque fois que possible. C'était une ville formidable. Les filles ressemblaient à de charmantes poupées, surtout quand elles passaient sur des vélos avec des jupes gonflées. Les Parisiens étaient très heureux de nous voir. Nous y allions chaque soir. Revenions plutôt ivres, puis recommencions le lendemain et encore le soir suivant à Paris, et ainsi de suite. Shilstone se rendit dans un café qui était un bordel. Les dames descendaient en tenue légère, et encore une fois, c'était une grande opportunité pour lui de dessiner. Je ne suis pas Toulouse-Lautrec, mais voilà ces femmes en sous-vêtements. Une femme nommée Doris s'assit sur ma table. Elle avait un verre de vin dans une main et une cigarette dans l'autre, des talons hauts et pratiquement pas de vêtements.
Elle essayait de me séduire pour monter à l'étage. Je n'aurais rien eu à payer si je lui donnais le dessin. Mais je n'étais pas particulièrement désireux de monter à l'étage avec Doris, et j'ai décidé de garder le dessin. Trop tôt, l'agréable intermède parisien prit fin brutalement. La Ghost Army reçut l'ordre de foncer à travers la France pour prêter main forte à la 3e armée du général George Patton. Dans la hâte de Patton de capturer la ville forteresse de Metz, près de la frontière allemande, un trou béant s'était ouvert au nord. Si les Allemands réalisaient qu'il n'y avait effectivement aucune troupe sur cette étendue de 110 km de large, ils auraient pu percer facilement. S'ils avaient pu y faire passer certaines de leurs unités mécanisées, ils auraient pu encercler Patton à Metz au sud. C'était un risque très, très sévère. En d'autres termes, il n'y avait rien entre l'armée allemande et Paris qu'un tas de chars en caoutchouc. Les troupes allemandes étaient incroyablement proches, juste de l'autre côté de la rivière Moselle, rendant la tromperie sonique particulièrement cruciale. Les camions soniques opérèrent pendant 4 nuits consécutives. D'énormes sons de chenilles fonçant à travers la forêt. On aurait dit qu'une division entière s'amassait. Des voix de sergents hurlant « Éteignez cette putain de cigarette, maintenant !» C'était de la tromperie. C'était tout un grand spectacle. Après un moment, mes yeux commençaient à me dire ce que mes oreilles entendaient. Et je commençais à voir des chars. Ils n'étaient pas là. Ils étaient dans mon oreille. La Ghost Army tint la position jour après jour périlleux, consciente que chaque heure qui passait augmentait les chances que les Allemands puissent percer leur tromperie. Il n'y avait rien entre nous, sauf nos espoirs et nos prières qui nous séparaient de la division Panzer. Même Patton lui-même ressentait la pression. « Il y a un endroit plutôt mauvais dans ma ligne », écrivit-il à sa femme. « Mais je ne pense pas que les Boches le sachent. » Le tenant maintenant, par la grâce de Dieu, et beaucoup de cran. Après 7 jours de jeu d'acteurs à enjeu élevé, la 83e division américaine arriva pour combler le trou pour de vrai. La ligne de Patton avait tenu, et la Ghost Army s'évanouit dans la nature. En septembre, la Ghost Army se relocalisa à Luxembourgville. Pendant les 3 mois suivants, elle servit de base pour des missions de tromperie le long du front. Si nous partions en mission, nous revenions au Luxembourg. Nous étions dans un ancien bâtiment de séminaire et nous vivions plutôt bien. La ville n'était pas détruite et elle avait même des magasins de fournitures d'art. Entre les missions, certains artistes de l'unité cherchaient à capturer la beauté de la vieille ville de Luxembourg. John Jarvis chercha ailleurs son inspiration. Ce sont des images du bordel local. C'était un endroit très fréquenté, je vous le dis. Nous y sommes allés pour dessiner. Mais nous avions aussi une unité d'ingénieurs de combat dans notre tenue, la 23e, et ils pensaient que nous étions bizarres. Ils disaient « Qu'est-ce que vous faites ici à dessiner des images ?» Et ils étaient occupés à attendre leur tour et à se battre pour leur tour. Il y avait un gars qui faisait des propositions à la maquerelle qui dirigeait l'endroit, mais il ne pouvait pas se la payer. Mais les filles gagnaient simplement leur vie. Quand elles partaient le soir, leur mari les attendait dehors et les ramenait à la maison. Un autre artiste qui dessinait constamment était un jeune homme de 21 ans de l'Indiana, nommé Bill Blass. Bill Blass, formidable gars, merveilleux, savait ce qu'il voulait, lisait Vogue dans son trou de renard. Le reste d'entre nous étions un tas de négligés, mais pas Blass. Il était toujours habillé sur son 31. Nous avions tous les mêmes uniformes, mais comptez sur Blass pour avoir le sien repassé, ou quelque chose comme ça. Blass remplissait ses carnets d'idées pour des vêtements féminins, dessinant même un logo qu'il voulait utiliser pour ses créations de mode après la guerre. Nous qui venions de New York, vous savez, pensions être très sophistiqués. Mais Bill, bien sûr, venait de Fort Wayne, Indiana, et était bien plus sophistiqué que la plupart d'entre nous. Il était charmant, authentique, enthousiaste et attirant. Il était l'ensemble, il était le package complet. En décembre 1944, la Ghost Army partit pour ce qui semblait être juste une autre mission, leur 6e depuis leur arrivée au Luxembourg. De violents combats avaient lieu près de la ville allemande de Cologne.
Mais plus au sud, une section de 145 km du front, le long de la forêt accidentée des Ardennes, n'était tenue que par 4 divisions américaines. L'armée, dans sa sagesse, décida d'envoyer la merveilleuse 23e troupe spéciale là-haut pour créer l'illusion qu'il y avait plus de troupes qu'il n'y en avait. Nous y sommes allés en représentant la 75e division d'infanterie qui était encore en Angleterre, si je me souviens bien. Mais le secteur n'était pas du tout aussi calme qu'il le semblait, et la Ghost Army était sur le point d'être prise dans l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands arrivaient, se préparant pour les Ardennes. Ils mettaient tous leurs gros frappeurs là-dedans, et nous ne le savions pas. Aux premières heures du 16 décembre, les légions d'Hitler déclenchèrent une attaque surprise massive dans une dernière tentative désespérée de gagner la guerre. Les unités américaines abasourdies le long du front savaient à peine ce qui les frappait. Soudain, sortant de la neige et de l'obscurité, un groupe d'hommes en uniforme blanc se déplaçait vers vous, et vous pensiez, « Eh bien, qu'est-ce que c'est ?» Ils sont à 300 mètres, à 200 mètres, et soudain, vous réalisez que c'est l'ennemi. Et c'est presque trop tard. L'attaque deviendrait célèbre sous le nom de bataille des Ardennes. Si vous regardez où les Allemands ont attaqué, ils ont attaqué en plein dans la 23e troupe spéciale. La chose heureuse fut que dans la soirée du 15 décembre, à minuit, quelqu'un dans sa sagesse décida de nous retirer. Nous sommes donc partis à minuit le 16 décembre et la bataille des Ardennes a commencé vers 4 heures du matin le 16 décembre, juste après notre départ. Si nous avions été là, il n'y aurait plus de 23e. Beaucoup n'eurent pas immédiatement conscience de leur chance. Spike Berry n'entendit parler de l'attaque que lorsqu'il fit un trajet de routine vers une ville voisine pour retourner un film projeté à certains hommes la veille. Je me rendis dans cette ville où se trouvait le 8e corps. La bibliothèque de films était fermée. Parti, personne là-bas. J'allais au milieu de la ville, une petite place, et il y avait un MP là-bas. Je dis, « Que se passe-t-il ici ?» Il dit, « Qu'est-ce que vous faites ici, bon sang ?» Je dis, « Je retourne un film. » Il dit, « Vous retournez quoi ?» Je dis, « Je retourne un film. » Il dit, « Écoutez, monsieur, prenez cette mitraillette Thompson qui est dans votre étui en cuir le long de votre pneu de secours. Puis vous et votre chauffeur, fichez le camp de la ville. » Et nous avons quitté Bastogne. Bastogne fut encerclée peu après, gagnant une place dans l'histoire pour la résistance de la 101e aéroportée. De retour à Luxembourgville, à moins de 30 km des Allemands attaquants, les artilleurs de la Ghost Army manièrent des mitrailleuses sur les toits et tirèrent sur les avions de la Luftwaffe qui attaquaient. Ce fut la seule fois pendant la guerre où ils eurent réellement la chance de tirer sur l'ennemi. On me donna l'ordre de placer des charges sur tous nos véhicules, de sorte qu'au cas où l'ennemi submergerait Luxembourg, nous les détruirions. C'était plutôt effrayant. La victoire semble en vue. Les Alliés poussent comme des fous. Puis, bang, sortant de nulle part, « Emballez vos affaires, nous partons, les Allemands arrivent. » Je dis, « Comment ça, les Allemands arrivent? La guerre n'est pas finie ?»« Non, nous devons partir, nous partons. Vous avez 1 heure pour rassembler toutes vos affaires. Les camions attendent devant ce bâtiment. Nous battons en retraite. » En retraite? Nous sommes censés avoir gagné cette guerre, ou être sur le point de la gagner. Je veux dire, c'était un moment très déprimant. Que s'est-il passé? D'où ces Allemands ont-ils tiré cette énergie soudaine de la 11e heure? L'armée ne voulait pas risquer de compromettre la couverture des trompeurs. Alors, ils furent évacués vers l'arrière. Quand cela s'est produit, ils ne voulaient certainement pas de chars en caoutchouc. Ils voulaient la vraie chose. Alors, nous nous sommes retirés. Nous ne nous sommes pas vraiment arrêtés, nous avons continué. Et il neigeait. Vous ne pouvez pas croire à quel point il neigeait. Quand nous sommes arrivés au Luxembourg, il y avait beaucoup de drapeaux américains qui flottaient. Alors que nous quittions le Luxembourg, des croix gammées flottaient. Ce n'est en aucun cas destiné à accuser le peuple luxembourgeois, mais cela disait quelque chose sur l'Europe. Ils étaient victimes de ces hordes venant de toutes les directions, et ils devaient être prêts à survivre. À ce moment-là, nos vies changèrent radicalement,
et la 23e fut retirée et envoyée à Verdun, qui sentait encore la Première Guerre mondiale. Verdun fut le site de l'une des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Plus d'un demi-million de soldats y moururent. Ce fut dans les fortifications froides et humides de la Première Guerre mondiale que la Ghost Army campa à Noël. J'étais donc de garde et j'avais mon stylo et mon encre avec moi, dessinant dans le noir pratiquement. Je devais simplement enregistrer ce site. Un autre soldat de la Ghost Army, Arthur Singer, captura la même scène. Cela soulevait toute la question que la guerre concerne la vie et la mort, et nous étions en plein dedans. Maintenant c'est Noël, que faire ensuite? Eh bien, l'un des gars sortit et coupa un sapin de Noël et l'installa à l'intérieur du blocos. Puis la question, comment le décorer? Une façon était de gonfler des préservatifs et de les accrocher là comme des ballons. L'autre méthode consistait à prendre des boîtes de conserve et à découper des étoiles dans les boîtes de conserve que nous accrochions aux arbres, et c'était notre arbre de Noël. Il y avait des enfants réfugiés polonais et autres d'Europe centrale. En tant que soldats américains, nous avons essayé d'égayer leur vie en leur offrant des cadeaux et ainsi de suite. Je fis effectivement un dessin d'un petit garçon. Je m'en souviens si vivement. Il avait cette boîte, elle était ouverte, mais il avait l'air si désespéré, et personne ne pouvait faire sourire ce petit garçon. Dieu sait ce qu'il avait traversé. Et c'était Noël en 1944. En janvier 1945, l'attaque allemande avait été repoussée et les Alliés repassaient à l'offensive. La Ghost Army fut appelée à mener une série de tromperies pour masquer où chaque nouveau coup tomberait. Soudain, ils étaient plus occupés que jamais. Ils se déployèrent à travers des parties du Luxembourg, de la Belgique, de la France et de l'Allemagne. Bon sang, nous avons utilisé beaucoup de carburant. Nous avons voyagé plus à travers l'Europe que n'importe quelle autre unité de l'armée, j'en suis sûr. Il y avait des jours où il semblait que nous n'avions aucun sommeil. Tout cela se passait dans les conditions les plus rudes, sur le sol, dans la neige, sans tente. Ils disaient que c'était l'hiver le plus froid en 40 ans en France, et je les crois. C'était de la misère. Après avoir dormi sur le sol pendant de nombreux mois, j'aurais juste adoré monter dans l'un de ces chars mous, et m'endormir. Bien sûr, ce serait une infraction passible de cour martiale. Pendant des mois, les hommes de la Ghost Army avaient mené une vie charmée, attirant souvent le feu, mais ne subissant pratiquement aucune perte. Le 12 mars 1945, les probabilités les rattrapèrent finalement. Ils personnifiaient la 80e division d'infanterie et la preuve sobre que leur tromperie fonctionnait vint sous la forme de feux d'artillerie allemande mortels. Il y avait des gens probablement à 6 ou 9 mètres de moi qui perdirent des membres à cause d'éclats d'obus tombant partout. Je me souviens être assis dans le camion avec mon chauffeur et un tas de gars à l'arrière du camion. Et un obus atterrit devant nous. Puis un obus vola au-dessus de nos têtes et frappa le camion derrière nous. Je pensais, est-ce que je leur dis de foutre le camp d'ici maintenant? Avec ça, le signal arriva et nous bougeâmes. C'était juste une question de chance. Chance est le mot primordial. Si vous êtes au mauvais endroit, vous pouvez être mort. Si vous êtes au bon endroit, vous pouvez vivre pour être aussi vieux que moi. 2 hommes furent tués. 15 blessés lors de la journée la plus meurtrière de la Ghost Army.